On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du 40e anniversaire de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, qui au départ s'appelait la Fondation de l'Hôpital. Mais tout d'abord, on vous parle du Vieux-Saint-Jean, d'un nouveau resto, café pour emporter. C'est une deuxième succursale de Café Lala qui rouvre dans le Vieux-Saint-Jean. Voilà une excellente nouvelle pour le Vieux-Saint-Jean et surtout une excellente nouvelle pour les consommateurs. Il y aura un deuxième Café Lala qui va s'ouvrir à Saint-Jean-sur-Richelieu, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Avec nous pour en parler, sa propriétaire Stéphanie, qu'on appelle presque Stéphanie Lala. On en oublie son nom de famille. Comment ça va? Ça va, merci, toi. Le premier Café Lala, c'est ouvert quand? C'est ouvert en septembre 2020, en plein cœur On de la était comme pandémie. genre dans une pandémie qu'on ne pensait pas qu'elle allait s'étirer autant. Exact. On pensait pas que ça durerait aussi longtemps, mais on est en plein cœur, effectivement. Pourquoi tu as ouvert ça et pourquoi tu as ouvert ça en pleine pandémie? En fait, j'ai ouvert ça parce que quand j'ai pris cette décision-là, c'était en juillet 2020, au moment où est-ce qu'on pensait que c'était derrière nous. Il y avait eu la période au printemps que ça avait explosé, puis après ça, on s'était dit, bon, ben, c'est l'été, ça va bien, bon, parfait. Puis moi, c'était la première fois que j'étais en arrêt de travail à cause que mon travail, j'étais en arrêt temporaire. Puis c'était le moment pour moi que je me disais que j'avais moins d'engagement. Le café, eux, précédemment, avaient fait faillite. Le local était vide. J'étais cliente dans l'édifice. Ça s'est comme fait un peu tout seul. Bien honnêtement, je pensais pas que c'était pour s'éterniser à ce point-là. 6 semaines plus tard, on fermait la salle à manger, là. Ça n'a pas duré longtemps au début, hein? Non, exactement. Ça a été en mode pour emporter. Il y a eu d'autres fermetures après. Il y a eu les histoires de couvre-feu. Il y a eu les sorties. La restauration n'a pas été épargnée. Là, Mais tu travaillais dans quel domaine avant? En fait, avant, je travaillais pour une compagnie de restaurateurs de gestion de restaurants. J'ouvrais des restaurants pour cette grosse compagnie-là. Puis j'allais dans un restaurant où est-ce que ça allait moins bien. J'ai été directrice de restauration dans un autre restaurant. J'étais en restauration. Et tu avais ce projet-là d'ouvrir ton propre restaurant? Oui, totalement. Là, c'est le rêve probablement de tous ceux qui sont en direction, en gestion. C'était jamais le bon moment parce que j'avais toujours des mandats un peu trop importants pour laisser ça là. Ça se faisait jamais. Puis là, la pandémie m'a permis d'avoir un peu trop de temps pour réfléchir, le local et tout, fait que ça s'est enligné. As-tu regretté d'avoir ouvert en pandémie ou même à un certain moment, as-tu eu un découragement à un point de dire, bien, finalement, c'était une fausse bonne idée puis je vais tout arrêter ça là? Oui, je me rappelle de ma grand-mère quand j'ai annoncé ça en juillet à ma fête. J'ai comme porté un toast puis j'ai annoncé à ma famille que je m'ouvrais un restaurant au moment où est-ce que ça allait super mal pour les restaurateurs. Puis elle me disait, « Eh boy, méchante mauvaise idée. » Aujourd'hui, je pense qu'elle est pas mal fière de ce que ça a donné. Puis moi aussi, je m'attendais pas à ce que l'engouement soit aussi grand. Mais oui, il y a eu des périodes difficiles, de découragement. Tu sais, ça l'arrêtait plus. Tu sais. Comment tu as réussi à passer au travers, au-delà des subventions qu'ils ont pu avoir, là, mais comment tu as réussi à passer au travers? Parce qu'on était pas des nouveaux restaurateurs. Ah non? Zéro. Tu n'en as pas eu? Zéro. Parce que j'avais pas 3 ans de chiffre. Donc, tu n'as pas réussi à te qualifier? Zéro. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu des propriétaires accommodants. J'ai eu une clientèle qui était vraiment au rendez-vous malgré tout. Wow. Et ce sera tout pour ce que j'aurais eu. Mais avec tout ce que j'ai mis dans cet investissement-là, que ce soit financier, énergie, je pouvais juste pas me permettre d'arrêter. Je pouvais juste pas. Puis je peux juste pas. Mais moi, durant la pandémie, finalement, j'avais de la peine pour bien du monde, là, hôtellerie, restauration, spectacle et tout ça. Et en plus, je me rappelle, on t'avait reçu, puis là, souvent, je pensais à toi, je me suis dit, mais j'avais de la peine pour toi. Je dis, pauvre, je disais, viens d'ouvrir un restaurant, pandémie s'étire comme ça se peut pas. On s'est adapté, tu sais, les boîtes à lunch ont pris de la place. Il y a des choses qui ont très tard, on s'est accommodé, on a essayé d'être innovant. Ça l'a développé plus rapidement d'autres voies qu'on n'avait pas vraiment prévues au départ, mais... Là, vous êtes ouvert en continu depuis combien de temps? Là? La dernière fois là, que les mesures ont été levées, là, je me rappelle même plus c'était quand. En fait, la dernière fois, ça a été janvier... En janvier 2022, on a fermé pour la période des fêtes, puis on est réouvert seulement en avril parce que là, les commerces non essentiels... les commerces non essentiels étaient fermés. Moi, les gens, quand ils ne travaillent pas, ma clientèle n'est pas au rendez-vous. T'sais, moi, c'est les travailleurs, les gens du midi qui m'occupent. Mais là, depuis que c'est ouvert en continu, là, depuis la vraie réouverture... Ça marche bien. Oui. Et puis, on peut mettre ça à pleine capacité. On a fait rentrer le permis d'alcool, on fait les soirées là-là, on fait le traiteur. Tu sais, tout est moins compliqué. Là. As-tu allongé aussi les heures d'ouverture? Pas tant, parce que justement, on fait les soirées. Donc, il y a des événements, il y a des 5 à 7, il y a des soirées les week-ends.
On est Et ouvert là, 6 jours semaine. À quel moment arrive l'idée d'en ouvrir un deuxième? Oui, oui. C'est ça. C'est là depuis toujours. Café Lala, le nom Lala a été aussi choisi parce que dans ma tête, il y en aurait plus qu'un. C'est facile à retenir. On s'en rappelle facilement. Les fondements du Café Lala ont été faits pour que ça soit homogène, que ça soit répétable facilement, parce que c'est ça mon rêve, d'en avoir plus qu'un. Tranquillement, pendant la pandémie, mais à toutes les fois que j'y pensais, je me disais que c'était ridicule parce que, tu sais, tout ce qui arrivait. Là, c'est la première année où est-ce que je pense que je vais pouvoir me permettre de faire tout ce que je veux, que j'aurai pas de personne qui va fermer mon restaurant pour des mesures sanitaires et tout. Fait que là, j'ai l'impression que je peux. Et j'ai vraiment besoin d'essayer le modèle d'affaires que je prévois justement pour cette deuxième succursale-là. Qui va être différent de celui que tu as sur Séminaire? Quand même. Ce sera la même nourriture, ce sera le même café de notre torréfacteur Béné-Bonheur, ce sera le même bouffe qui sera fait maison. Par contre, on refait le modèle pour justement s'adapter à la réalité des restaurateurs 2023, post-pandémie. Ce sera un local plus petit, sans salle à manger, pour emporter, que les gens peuvent rentrer et se servir rapidement. Le seul temps d'attente qu'il y aura, c'est pour leur café qu'on fera couler, tu sais. Ça va être vraiment un modèle moins d'employés, moins de superficie, moins de coûts, mais avec la même nourriture, les mêmes produits, des produits qui seront différents des nouveaux produits, mais la même formule, mais adaptée à notre réalité d'aujourd'hui. Bon, et à quel endroit vas-tu t'installer? Oui! Donc, l'adresse officielle, c'est le 241A sur Champlain. Sur Champlain. Oui, Juste pour nous situer, on est où sur Champlain? En fait, c'est pour ceux qui le connaissaient avant, le jadis, c'est l'ancien Coco Coiffure. C'est en face de Bloom, OK. ouais, près de Saint-Charles. Donc, on n'est pas très loin du bureau de poste, Palais de justice. Atelier Bédard, Ouais. Palais de justice. Exactement. Donc, on est sur... Ah oui, OK, là, je me rappelle. Là. Ouais. OK, donc on est sur Champlain, pas très loin de Saint-Charles. Exactement, oui. Sur le côté de Bédard, Exact. en face de Bloom, qui sur est au le bord de coin la de rue. Bédard, l'autre coin de Bédard. OK. En face Pourquoi de cet emplacement-là dans le Vieux-Saint-Jean? Bien, je pense vraiment que le Vieux-Saint-Jean avait une place pour le Café Lala. J'ai vraiment envie de pouvoir... En fait, on s'en vient quand même connu à Saint-Jean. Par contre, les gens du Vieux-Saint-Jean ne se déplacent pas nécessairement sur l'heure du lunch quand ils ont 30 minutes ou une heure jusqu'à l'autre bout de Séminaire où est-ce que nous, on est presque juste au boulevard Saint-Luc. Puis il y a le skip, évidemment, mais je sens vraiment qu'il y a une clientèle qui a envie de notre nourriture, mais qui nécessairement, les midis, se déplace pas. C'est sûr. J'ai le goût de ça, tu sais, de la formule à pied, de toutes les festivités, activités. Tu sais, je pense juste à mon Vieux-Saint-Jean-la-Nuit que j'étais l'année passée en tant que citoyenne. Ouais. Puis je me dis, oh my God, tu sais, je veux avoir un emplacement là. Je veux être près de ça. Je veux être près de cette action-là. En fait, moi, je le dis, évidemment, je travaille au centre-ville, ici même à la radio à Boom. Puis je m'ennuie du temps du Vanout, où c'était ouvert, 7 jours sur 7. Tu allais prendre un café, une sandwich. Bon, tu pouvais manger là, mais c'était pas tant ça l'idée. Tu sais, là, dans les dernières années, des fois, j'allais chez Jean-Luc ici, mais il n'était pas ouvert 7 jours sur 7. Puis il y a des périodes de l'année où il n'était pas là. Ben non, c'est ça. Puis là, des fois, le lundi, mardi, je fais comme... Est-ce que je vais pour prendre un café, m'acheter une sandwich? Exact. On veut vraiment faire des lunchs rapides, des trucs santé, des alternatives possibles pour les différentes intolérances ou allergies alimentaires. C'est un peu justement ce qu'on fait de notre menu là-bas, mais que vraiment ça soit rapide, que les gens puissent bien se nourrir rapidement. Mais tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est la diversité. Parce que, tu sais, on dirait qu'un en attire l'autre. Fait que, tu sais, là, il y a Armel qui est ouvert, il y a Chop Chop qui est là-bas, il y en a d'autres. C'est parfait. Même le comptoir est rouvert de certains midis en semaine. Donc, tu vois, tu sais, qu'il y a un effort de tout le monde. Oui. Puis il y a de la place pour tout le monde. Il y en a des gens, tu sais, il y en a du monde. L'été aussi, dans le Vieux-Saint-Jean, ça bouge, là, tu sais, il y a vraiment une demande. Tu sais, moi, mon offre de breuvages froids différents, maison, de café. Une formule café avec take-out pour emporter. Il n'y en a pas vraiment en ce moment, là, de ce modèle-là. Des viennoiseries, des muffins maison, des sandwichs, des boîtes à lunch toutes prêtes. Tu rouvres quand? Je rouvre le 18 avril. As-tu tous tes employés? Je vous dirais qu'on manque jamais de bons employés. C'est ce que je réponds à toutes les personnes qui m'offrent leur service. Je les prends tout le temps quand ils ont une disponibilité, puis une envie de travailler, puis un désir de s'investir. Je suis quand même chanceuse en ce moment. Je suis dans une belle période. Mon staff est incroyable. Sans eux, je pourrais pas développer, faire ce que j'aime le plus en ce moment. Mais c'est sûr que des employés, on n'en a jamais trop. Parce que là, il y a comme 3 affaires qui roulent en même temps. On n'est pas cette pandémie. Ça a fait mal à tout le monde, surtout les restaurateurs. Pénurie de main-d'œuvre,
Inflation, donc augmentation des coûts, donc forcément augmentation des prix. Ouais. Des clients, des fois, qui ne comprennent pas trop, qui disent « Ah, bon, c'est rendu cher. » Ouais. Il y a un peu d'éducation à faire. Totalement. J'ai vraiment envie, beaucoup, merci de me lancer ce sujet-là, parce que j'ai vraiment envie de profiter de la vitrine que vous m'offrez, justement, pour en parler. Puis je n'ai pas terminé d'en parler, je vais le faire beaucoup dans les prochaines semaines, mois. C'est en lien avec l'ouverture du deuxième café, qui n'était pas nécessairement financièrement la meilleure décision à prendre, sauf que j'ai besoin de faire d'autres formules pour s'adapter justement à ce que c'est aujourd'hui en ce moment. Juste pour vous donner un exemple, moi, au Café Lala numéro 1, j'ai une micro-cuisine, puis je fais beaucoup de volume. Ça ne convient pas. J'avais besoin d'avoir plus d'espace et de pouvoir produire plus. Je ne peux pas financièrement m'engager dans une cuisine avec un bail, avec des engagements qui m'empêcheraient plus de dormir qu'en ce moment. Je ne peux pas investir des milliers de dollars dans des nouveaux équipements. La réalité dans ce moment, c'est que je vais travailler avec des restaurateurs qui sont actuellement, qui existent déjà. Je vais cuisiner plusieurs jours par semaine à l'imprévu. On a commencé hier, en fait. L'imprévu qui fonctionne bien, qu'il y a une deuxième cuisine qui ne sert pas en ce moment parce qu'ils ont de quoi s'occuper avec la cuisine de rez-de-chaussée. Donc, moi, plusieurs jours par semaine, je leur paie des frais de location. J'arrive là, eux sont contents, leur local est utilisé. Tu sais, c'est cette formule-là qu'il faut voir en ce moment pour justement s'adapter puis s'aider entre restaurateurs, puis le mouvement est là. C'est comme ceux qui ont opéré le comptoir à la trinquette l'été, allaient laver la vaisselle au comptoir le soir. Exact, il Et faut faire pas? ça. On n'aura pas le choix de faire ça. Ça n'aura pas le choix pas de la parce que... compétition, là, c'est de l'entraide. Là. Pas du tout, pas du tout. On s'entraide, on fait des contacts, on s'aide entre nous. Puis, il faut faire ça comme ça parce que présentement, ça va prendre un moment où est-ce qu'on va pouvoir s'adapter puis vendre nos produits au prix qu'il faudrait qu'on les vende. Parce que les gens ne sont pas encore tout à fait prêts à s'adapter au prix juste. Est-ce que tu sens que les consommateurs commencent à comprendre, qu'ils sont ouverts? Bien, de plus en plus, ils réalisent que leur épicerie coûte très cher. Puis nous, bien, notre vie, c'est l'épicerie. C'est pas différent pour nous. On fait juste ça, acheter de la nourriture. Le prix de la matière première est tellement plus haut qu'il était il y a 3, 4, 5 ans. Ça n'a pas le choix de faire une différence dans votre assiette, dans votre take-out. Ça ne peut pas faire autrement. Aussi, le mois prochain, le salaire minimum augmente à 15,25. On ne peut pas vendre nos sandwichs au poulet à 8 piastres. C'est juste illogique, ça ne fonctionne juste pas. Moi, j'avais des rabais, j'avais des trucs que j'offrais à certains clients au départ que je ne peux plus me permettre d'offrir en ce moment parce que c'est illogique. Ça ne fonctionne juste pas. En terminant, ça va être quoi les heures d'ouverture? Oui. Pour l'instant, pour commencer, ce sera du mardi au samedi parce qu'on va faire justement notre production en grande partie le lundi. Du mardi au samedi, on va être ouvert de 10h à 18h. Donc, les gens vont pouvoir, à la fin de la journée, pouvoir venir se chercher des petits trucs aussi pour le lunch du lendemain ou pour la soirée. Puis on est vraiment hâte. C'est super excitant. Puis c'est le début de quelque chose de très excitant. Donc, ouverture du Café Lala numéro 2 dans le Vieux-Saint-Jean, 241A Champlain, pas très loin de la rue Saint-Charles et du bureau de poste. Ouverture le 18 avril. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. On revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un lanceur gaucher et son papa. Un des meilleurs au Canada, Elliott Cadieux-Lanoux, et son papa qui n'a plus besoin de présentation, Fred Lanoux. Manquez pas ça. La Fondation Santé où Richelieu-Rouville célèbre son 40e anniversaire. Bon, ça n'a pas toujours porté ce nom-là. À l'origine, Fondation de l'hôpital pour les plus vieux d'entre nous. Mais quand même, quand une organisation franchit le cap du 40 ans, c'est qu'elle est drôlement bien implantée dans son milieu. Pour en discuter, deux invités. L'actuelle directrice générale de la Fondation, Julie Coupal, bonjour. Bonjour, Eric. De même que le directeur général de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu, Yves Bisson. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 40 ans, évidemment, Julie n'était pas là. J'étais née. Ou née, mais pas là. Très petite. Moi, je me rappelle brièvement, parce que j'ai commencé à travailler dans les médias en 87-88, donc la Fondation était relativement jeune. Et je me rappelle encore des premiers balbutiements avec Dr Gamache, avec M. Boulanger, avec Norbert Gagnon, etc., etc. Bref, comment on décide de souligner un tel anniversaire? Eh bien, on ne va pas retourner dans les archives là, depuis 40 ans parce que, bon,
assez difficile à retrouver un travail d'envergure, mais ce qu'on souhaite faire cette année, c'est souligner, évidemment, toutes les réalisations, la longévité, tu l'as dit, pour qu'on soit encore vivant, c'est parce qu'on a vraiment un impact, puis c'est important, puis on a su s'adapter. Tu sais, la Fondation, elle a changé, elle a fusionné avec d'autres, elle a été capable d'être un levier pour partir certaines installations de santé. Aujourd'hui, c'est autre chose qu'on fait, fait que on célèbre ce qu'on a fait, mais on regarde aussi vers le futur. Donc, la Fondation, elle est quoi aujourd'hui grâce à ses bâtisseurs? Fait qu'on va rendre des hommages aussi. Puis surtout, on veut parler de philanthropie. Tu sais, on veut profiter de... Ça fait 40 ans. Les fondations hospitalières, ça a été pas mal dans les premières. Tu sais, depuis, il y a plusieurs fondations, organismes qui sont nés, mais il y a 40 ans, il y a eu une vague de création de fondations hospitalières qui ont été un peu les premiers à partir ça, des gens qui se sont mobilisés, qui ont dit on va se mettre ensemble pour changer les choses, pour faire mieux que ce qu'on a. Donc, on veut célébrer ça. On veut parler de dons locaux, on veut parler de façon de donner, on veut... Puis, avec Yves Bisson Desjardins, on veut vraiment ouvrir le dialogue. La Fondation, oui, mais aussi le don en général, la philanthropie, les gens qui s'investissent, c'est ce qu'on veut mettre en lumière durant toute l'année. Bon, Desjardins a toujours été impliqué de près ou de loin dans mille et une causes partout au Québec et notamment ici, et notamment avec la Fondation. Quel est le regard que vous portez sur cette importance de la philanthropie et de voir une fondation qui existe 40 ans plus tard? Bien, dans un premier temps, 40 ans, c'est quand même incroyable. Puis quand on regarde les réalisations, je me suis permis d'aller voir un petit peu dans les archives de Desjardins. Desjardins est là depuis le début. Puis c'est plus d'1 million qui a été investi dans la Fondation depuis son tout début. Donc, moi, je vois ça. Ce qui est important d'une fondation, je l'ai toujours perçu de cette façon-là, on est des instigateurs de services que des fois, on va l'avoir, mais peut-être plus tard, mais grâce à la Fondation, grâce à sa contribution dans les programmes, bien, on devance certaines choses, certaines initiatives par rapport à la santé. On vient soutenir la communauté en leur offrant des soins de service qu'on n'aurait peut-être pas eu cette année ou l'année prochaine, mais qu'on avance en termes de processus. Puis pour Desjardins, quand Julie m'a demandé d'être, dans le fond, l'ambassadeur de cette campagne-là, j'ai hésité parce que je dis, écoute, j'arrive dans le domaine, etc., ici, dans la région. Mais Desjardins, je pense que c'était une belle façon, en plus de reconnaître ce qui a été fait, puis de regarder en avant ce qu'on va faire. Parce qu'il y a eu une transformation quand même assez importante sur 40 ans. Revenons au tout début. Il faut se rappeler, dans les années qui ont suivi la Révolution tranquille, les gouvernements fédéral provincial se sont énormément endettés. Quand on est arrivé au début des années 80, il y avait moins de fonds publics disponibles. On visait le déficit zéro, ce qui n'est pas beaucoup arrivé. Et malheureusement, les services de santé un peu partout au Québec en ont écopé. Je me rappelle ici, l'hôpital disait, bien là, on a besoin d'un scanner. C'était ça. Puis là, on se dit, on va mettre sur pied une fondation, on va ramasser 1 million, on va acheter le scanner, puis après ça, on va fermer les livres. On est 40 ans plus tard, fait que finalement, la fondation, c'est un peu comme l'impôt, ça. Ça devait être temporaire, mais finalement, il n'y a rien d'aussi temporaire que quelque chose de permanent. Mais au fil du temps aussi, le rôle de la Fondation, c'est beaucoup adapté et les centres de santé comptent aussi beaucoup sur les fondations aujourd'hui. Oui, exactement. Au fil des années, il y a eu des fusions. Tu sais, au début, c'était pour un scanner. Après ça a été d'autres projets. Après ça, on a aidé à ouvrir la clinique Midi-Soleil. On a aidé à ouvrir la maison de naissance, les cliniques jeunesse. Tu sais, on a été comme un point de démarrage. Oui, exactement, pour s'acheter des équipements qu'on n'a pas assez en grande quantité, offrir des services. Tu sais, l'humanisation des soins, tu sais, souvent, ce qu'on a entendu, ce qu'on entend encore, malheureusement, des fois, c'est on a un numéro, tu sais, ça va vite, bon, il manque de gens, puis tout ça. Nous, la Fondation, bien, on humanise tout ça en payant des projets qui sont peut-être pas sur la priorité du ministère parce que les besoins sont immenses. Donc, voilà, notre rôle change. Nous, ce qu'on a déterminé il y a 2 ans avec le nouveau conseil d'administration, c'est vraiment de mettre sur papier qu'est-ce qu'on fait. On fait 4 choses. On humanise les soins, on soutient des projets, des programmes spéciaux, on outille, donc on achète de l'équipement, puis on transforme des grands projets majeurs comme on va faire avec le Centre Mère-Enfant ou avec l'unité de psychiatrie. Donc, c'est les 4 choses qu'on fait à la Fondation. D'une année à l'autre, il y a un champ d'action qui peut être plus élevé que l'autre, mais en gros, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Parce que même quand le gouvernement précédent, libéral, a aboli les agences et les C3S pour devenir des CIS ou des CIUS, sachant qu'on allait se fusionner avec les gens de Charles-Lemoine, même au départ, je me demandais même si on allait fusionner les deux fondations. Heureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, localement, on a gardé cette entité-là qui est propre à la région du Richelieu-Rouville. Oui, puis je pense qu'on a un rôle au niveau des décisions qui sont prises globalement, parce que si on se mobilise, nous, comme communauté, pour un projet en particulier, on peut éventuellement changer des priorités d'investissement du gouvernement qui... Bon, on a 2 gros hôpitaux. Charles-Lemoine, c'est le grand, évidemment, un hôpital de plus d'envergure. Bon, des projets de recherche qui sont là, le centre de cancérologie, c'est là, mais notre hôpital ici à Saint-Jean, elle est importante. Puis, il faut qu'on garde les services qu'on a, qu'on les développe, puis c'est un peu notre rôle. Je me rappelle d'une phrase, puis on peut la comparer avec d'autres choses. On dit, bon, on a besoin d'un pont, le gouvernement va payer la base, hein, un pont qui traverse. Et si tu veux des beaux lampadaires dessus, bien, collectivement, organisez-vous avec ça. L'hôpital, c'est un peu la même chose. Le gouvernement envoie la base, mais si on veut un petit plus, c'est nous, comme communauté, qui devons se mettre ensemble pour obtenir ce qu'on veut de plus. Oui, bien, notre contribution peut rendre les services plus efficaces en achetant un appareil de plus que ce qu'on a déjà. L'unité de psychiatrie est un bel exemple. On n'est pas le seul bailleur de fonds de ce grand projet de plus de 6 millions. Le CIS devait faire des travaux, évidemment. Mais est-ce que ça aurait été à la hauteur de ce que ça va avoir l'air? Non. Nous, on amène le plus pour l'hôpital. Yves Bisson, c'est quoi l'opinion sur la mission du gouvernement et ce que les communautés peuvent faire localement? C'est une bonne question. C'est une excellente question. On a souvent j'ai souvent ce dialogue-là avec certains intervenants, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, c'est au rôle du gouvernement de faire ce travail-là. Comme Julie venait juste de le dire, c'est que, mettons, les soins de santé mentale, le réaménagement du 4e étage, si le gouvernement l'aurait fait, il l'aurait fait de façon institutionnelle, base. On y a apporté cette touche humaine-là, de rendre l'endroit moins institutionnalisé, puis de faire en sorte que quand les gens se présentent, vont visiter leur famille, leurs proches, ils ne sont pas dans un hôpital psychiatrique, ils sont dans une unité de soins de santé mentale, donc beaucoup plus humain. Donc, puis la question est, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'expérience dans l'autre fondation dans laquelle j'ai siégé, dans la région d'Anna Laberge. On n'avait pas les services de dialyse locale. Les gens, fallait qu'ils aillent à Charlemagne ou à Montréal. C'est grâce à la fondation, avec les discussions qu'on a eues avec l'établissement, qu'on a fait accélérer les choses pour que ça puisse se réaliser. Mais on a fait ça beau. C'est grâce à la fondation que c'est pas juste un centre de dialyse, c'est un 5e étage vu sur le fleuve. C'est super beau, comme c'est ça que les fondations font. Je pense que c'est important. Mais la nuance est importante. C'est important de la véhiculer puis de l'expliquer. Parce que l'autre chose aussi, une fondation, c'est mission, valeurs, on les a nommées tantôt, mais en même temps aussi, c'est de lever des fonds. Puis là, on le sait, pendant longtemps, la Fondation a été connue pour la course des canards, qui est devenue un tirage de canards. Il y a eu le défi Je bouge, qui était là pendant très, très, très longtemps. Puis lever des fonds, ça reste périodiquement, hein, c'est un éternel recommencement. Pendant un certain temps, vous aviez aussi les revenus du stationnement. Oui. Pas juste vous, toutes les fondations avaient ça. L'actuel gouvernement a pris une décision de rendre ça autrement. Comment on se positionne ou comment on arrive à jongler avec le fait qu'il faut lever des fonds et créer des activités pour récolter de l'argent? Bien, je pense qu'il faut toujours se réinventer. Je pense qu'il y a des choses qui fonctionnaient bien il y a quelques années, qui aujourd'hui, c'est plus le cas pour différentes raisons. Il y a l'économie joue beaucoup. La pénurie de main-d'œuvre, en ce moment, fait en sorte que les gens ont moins de temps à investir. Fait qu'il faut vraiment rester à l'écoute de ce que les gens veulent faire. Puis je pense que, un des objectifs avec le 40e de la Fondation, c'est vraiment communiquer ce qu'on fait. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait avec l'argent pour leur donner envie de donner. Oui. Je pense que ça, c'est la base. Après ça, on peut offrir différentes façons de participer. Mais je pense que l'important, c'est que les gens sachent
qu'est-ce qu'on fait avec les sous qu'on amasse, c'est quoi la différence qu'on fait. C'est toujours un enjeu, c'est toujours difficile de bien communiquer. Il y a tellement de messages dans les médias qui passent. Donc, nous, on s'est dit, on va profiter du 40e. À chaque mois, on va mettre de l'avant une thématique, des gens qui se sont impliqués ou des choses qu'on fait, des champs d'action, des projets qu'on a financés ou qu'on veut financer. Donc, durant toute l'année, on veut parler de la Fondation, on veut parler de l'importance de donner. Encore une fois, évidemment, chez nous, on a des besoins, mais il y en a plein d'autres dans notre communauté. Donc, on veut juste encourager. On va mettre de l'avant des gens qui nous donnent pour, on espère, inspirer d'autres à donner chez nous ou ailleurs pour enrichir notre communauté. Donc, le 40e, c'est une grosse campagne de communication, principalement. Est-ce qu'il y a des activités aussi ou c'est surtout de la communication? Toutes nos activités vont être les activités du 40e. Évidemment. Donc, on a quand même un objectif ambitieux cette année d'amasser 1,5 million de dollars là, pour la campagne annuelle, donc tous les projets qu'on s'est engagé à financer. Mais on ne créera pas une activité nouvelle cette année. Autre qu'on fait un cocktail de reconnaissance où on rend hommage à des grands bâtisseurs. On invite les donateurs, les partenaires de la Fondation à participer, qui va avoir vraiment une couleur 40e, mais ça va vraiment se passer dans les médias. On va venir ici, j'espère régulièrement pouvoir en parler. On va être dans le Canada français aussi, sur les réseaux sociaux. Mot de la fin, Yves Bisson. Toutes les causes sont bonnes, celles-ci comme les autres. C'est quoi le message qu'on envoie aux gens qui nous regardent, qui ont déjà donné ou qui ont arrêté de donner ou qui pourraient redonner ou donner plus? On leur dit quoi? On va travailler les gens qui n'ont pas donné encore. C'est ce qu'on va faire cette année. Puis, on va essayer aussi de travailler les gens qui donnent ailleurs, mais leur demander d'en mettre une contribution ici. Aussi. Parce que souvent, les entreprises, nous, Desjardins, c'est le fun. Hein? La Caisse au Richelieu n'a pas intérêt à aller investir dans une fondation qui est à l'extérieur de son territoire, mais parce qu'elle est présente, c'est dans sa communauté que ça se fait. Mais les entreprises ont été créées par leurs employés, par leur communauté. Puis c'est une belle façon, comme citoyen corporatif, de redonner à sa communauté. Donc, on va faire la promotion de ça. Hein? Puis je pense que ce qui est le fun, c'est qu'on reconnaît. Il y a un grand volet de reconnaissance de ce qui a été fait, de nos accomplissements, puis d'aller chercher de nouvelles personnes. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Bon 40e. Merci, Un gros Éric. merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous êtes des amateurs de Bon Jovi, il y a un spectacle hommage à Bon Jovi, c'est le samedi 3 juin à l'Aréna régionale Laro à Napierville. Ça sert à financer aussi les activités de l'Aréna. Donc, amateurs de Bon Jovi, réservez vos billets dès maintenant. À demain. Bye-bye.